incitatif pour réduire les émissions du secteur école et pas que d'ailleurs. C'est un outil qui peut s'utiliser pour tous les secteurs, pas que le secteur école, et qui est le label bas carbone. Donc du coup, il existait déjà des outils, des labels internationaux. Donc il y avait les projets onusiens, ce qu'on appelait MDP et MOC, il y a eu des projets domestiques en France. Il y a des démarches, des labels domestiques dont fait partie le label bas carbone, où là c'est des États qui se dotent d'un outil spécifique à leur pays. Et puis il y a des labels privés qui sont utilisés à l'international, type Gold Standard, Verra, qui sont les plus connus. Donc c'est des choses qui existaient, c'est des outils qui existaient déjà à l'international. Pour pouvoir donner un prix en fait à des réductions d'émissions, il faut avoir un cadre méthodologique qui explique comment on va calculer les réductions d'émissions, par rapport à quoi on le compare, apporter tout un tas de garanties, crédibiliser en fait ces démarches et assurer le fait que quand on dit qu'un projet a réduit de temps, c'est qu'il a bien réduit de temps. Et donc l'idée, en gros, c'est d'évaluer les réductions d'émissions d'un projet par rapport à un centre de référence. Donc un projet, ça peut être, on met en place de la méthanisation, on plante des haies, on plante des arbres, on change l'alimentation pour réduire les émissions, ce qu'on veut. Et ça, on le compare donc au scénario de référence. Et toute la complexité, en fait, c'est déterminer quel est ce scénario de référence. Donc c'est ce qui se serait fait de manière tendancielle en respectant la réglementation, mais c'est pas si simple à définir. Et comment on calcule cette zone assurée. Et ça, il y a plein de façons de le faire. Pour les secteurs diffus comme le secteur école, on ne va pas mettre des tours à flux pour mesurer directement les émissions. Donc on modélise avec des niveaux d'incertitude plus ou moins élevés selon la façon dont on fait, et c'est pas forcément évident. Et à côté de ça, il y avait des acteurs, notamment des secteurs agricoles et forestiers, qui souhaitaient développer des projets, qui même développaient déjà des projets de réduction d'émissions et de séquestration, et voulaient le faire certifier, faire reconnaître les efforts qui étaient réalisés sur le terrain, et pouvoir aller plus loin. Et puis aussi à côté de ça, il y avait pas mal d'entreprises qui compensaient déjà leurs émissions dans un objectif d'atteinte de la neutralité carbone, et qui auraient aimé pouvoir compenser local sur des projets sur leur territoire. Et tant qu'il n'y avait pas de cadre de certification en France, ça ne pouvait pas être le cas, et forcément elles compensaient à l'international. Donc ça, c'était vraiment la situation de départ. Les choses ont quand même pas mal évolué depuis, mais c'est la situation de départ. Donc on s'est dit, créons un cadre national avec le ministère, et c'est ce qui a donné le label bas carbone. Donc le label bas carbone, en fait, c'est un cahier des charges. Il y a des petites spécificités par rapport à des labels internationaux. On a parlé justement là de l'empreinte. Là, ce label, il a vraiment vocation à certifier à la fois les réductions d'émissions sur le périmètre du projet et les réductions d'émissions empreintes. Donc typiquement pour le secteur agricole, si on fertilise moins, si on importe moins de soja, le volet amont, donc transformation, production des engrais, ou le volet émissions au niveau de la production de soja sont comptabilisés dans les réductions d'émissions et peuvent être certifiés dans le cadre de ce label. L'objectif de l'outil, c'était de rémunérer en fait ces réductions d'émissions, d'en faire une incitation pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés collectivement. Alors initialement, comme je disais, la première source de financement pour ces projets, ça vient des entreprises qui compensent leurs émissions. Dans le cadre du projet qu'on a monté et qui a donné lieu au label bas carbone, on avait fait une étude de la demande en crédit carbone en France. Donc on avait fait une enquête en fait auprès de l'ensemble des entreprises qui faisaient un bilan, qui avaient l'obligation de faire un bilan carbone en France, pour voir celles qui compensaient, quel volume elles compensaient, à combien, et quel était leur intérêt pour compenser en France et sur quel type de projet. Il ne faut pas que les chiffres fassent peur. La demande, ça date de c'est des chiffres de 2015. La demande à l'époque était de 2 millions de tonnes par an. Donc il y avait 2 millions de tonnes de CO2 qui étaient achetées chaque année pour la compensation des entreprises françaises. Et le prix moyen est assez faible, était de 5 € la tonne. Mais ça, le premier driver en fait du prix, c'est le volume. Plus une entreprise va acheter des gros volumes, et plus le prix va être faible. Il y a une étude qui est sortie au niveau européen, j'ai pas mis la slide, mais en Europe, donc il y a le même travail qui a été fait auprès d'entreprises européennes qui achetaient des crédits en Europe.
Et là, c'était autour de 15 € la tonne en moyenne. Donc, déjà, on voit que sur des projets européens, c'est plus élevé qu'à l'international. Sur les projets pilotes, dans le cadre du label bas carbone, donc sur des projets en France, les prix étaient beaucoup plus importants. Donc, les premiers projets pilotes, c'était financé par La Poste notamment, où ça pouvait aller jusqu'à 150 € la tonne, quoi. Et donc ça dépend, comme je disais, beaucoup des volumes achetés. Il y a plusieurs stratégies. En fait, il y a des entreprises qui veulent avoir un objectif de neutralité carbone à 100% de leur scope 1, 2, voire 1, 2, 3, et qui sont très émettrices. Donc beaucoup de volume à acheter et vont chercher les prix les plus bas. Et sinon, il y a des entreprises qui vont compenser que sur un produit, que sur une activité, que sur un événement avec des plus petits volumes. Et il y a des entreprises qui veulent juste financer des beaux projets, des projets certifiés pour avoir une garantie de l'impact de ces projets en termes environnementaux, et qui vont avoir un budget en fait, et ils vont demander aux porteurs de projet qu'est-ce que vous pouvez me faire avec ce budget-là, quoi. Et sur les prix, 5 € en moyenne, c'est vraiment l'international. En France, ce qu'on entend, c'est quand même rarement en dessous de 15 € la tonne. Après, à voir les projets commencent, et les projets pilotes, il n'y en a pas eu tant que ça. Donc on n'a pas de recul sur ce prix en France. Pour l'instant, c'est vraiment les premiers éléments. Pour ça, comme je disais, c'était vraiment l'idée de départ. En fait, une des raisons pour lesquelles on a développé cet outil, c'était répondre à cette demande en fait, de compensation de la part des entreprises. Maintenant, on a un outil qui permet d'apporter les garanties sur l'impact environnemental, sur l'impact climatique d'un projet. C'est un outil qui, en fait, son seul rôle finalement, c'est un cadre de MRV, de monitoring, reporting, vérification des émissions, et qui va dire ce projet-là a réduit ses émissions par rapport à la tendance, par rapport à ce que la réglementation impose, et il est vertueux. Donc par exemple, dans le cadre de la réforme de la PAC, où l'idée c'est de passer d'obligation de moyens à obligation de résultats, enfin en tout cas de tendre vers ça, quand on veut passer à l'obligation de résultats, il faut pouvoir évaluer l'impact de ce qu'on finance. Donc c'est typiquement l'objectif de ce type d'outil, c'est d'évaluer l'impact climat d'un projet. Ce qu'on voulait regarder aussi, alors ça a été regardé dans d'autres secteurs, pas tellement dans le secteur agricole, à voir si c'est un intérêt, mais tout ce qui est finance verte, impact investing, il y a besoin de dire qu'est-ce qu'un projet vert, quels sont les projets qui ont de l'impact. Donc ce type d'outil permet de flécher des projets verts, des financements vers des projets à impact. Et une autre source de financement pour les projets agricoles, c'est répercussion sur le prix jusqu'au consommateur. Et comme il y a des filières qui ont mis en place des labels de qualité, alors c'est plutôt des démarches top-down avec des cahiers des charges parfois imposés. Donc là, c'est une autre démarche plutôt bottom-up, mais au final, ça revient au même. C'est des cahiers des charges qui... Alors, c'est pas forcément fait pareil, parce que souvent, les cahiers des charges ont des seuils à respecter. Soit on les respecte, soit on les respecte pas. Là, c'est vraiment une démarche de progrès où dès la première tonne évitée est rémunérée. Voilà, mais le consommateur pourrait être aussi une source de financement pour ces projets bas carbone dans le secteur agricole. Voilà, c'est des pistes pour la suite.